ou pas. Ah oui, oui, ce serait super. Mais déjà, je te remercie. Je te remercie. Ah, il faut manger le micro. Et je te remercie de toute façon, Grégoire, et de m'avoir laissé cette deuxième chance aussi. Et je remercie aussi tous les intervenants qui sont déjà passés avant, parce qu'ils étaient formidables en fait. Ils ont parlé de beaucoup de choses qui sont très diverses, et c'était vraiment très intéressant. Et moi, il y a une chose que j'ai remarqué, c'est que ils ont, pour certains d'entre eux, ils ont parlé de certains articles de la Constitution. Ils ont parlé de l'article 2, qui est la base de la démocratie. Ils ont parlé de l'article 35 par rapport à la guerre. Ils ont parlé de beaucoup de choses. Et déjà, il y a une chose aussi il y a un article aussi que je marque ici sur le diaporama que vous ne voyez pas, ici, grâce au soleil, au super temps qu'on a aujourd'hui. Et c'est l'article 3. L'article 3, la souveraineté nationale, elle appartient au peuple. Elle appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum. Alors pourquoi je marque ça? Parce que pour présenter les sujets de la citoyenneté, c'est finalement deux aspects. Les représentants, comment ça marche, comment on les désigne, etc. Et le référendum, ou plus précisément, comment est-ce que le peuple peut exercer la démocratie. Donc moi là-dedans, je me présente quand même un petit peu, un minimum. Ça fait depuis le début du mouvement des Gilets jaunes que je participe à cette activité-là, la démocratie, dans le sens du vote. Je vais parler de quelques points, comme le jugement majoritaire par exemple. Et par rapport au référendum, donc là on a déjà un petit peu parlé du RIC. Alors j'ai rentré un petit peu plus dans ces sujets-là. J'ai rentré sur certains sujets dans le détail et certains sujets je vais au moins les aborder pour qu'au moins on ait des avis un peu divers là-dedans et qu'on y voit un petit peu plus clair. Alors dans ce deuxième slide que vous ne voyez toujours pas, mais c'est pas grave. Là, on voit comment ça marche un petit peu la Constitution. La Constitution, on en a parlé un petit peu avant. Comme je disais, il y a quelques articles qui ont été énoncés. Et c'est quoi? C'est un texte qui fait cette épaisseur-là. Donc ne voyez pas un bouquin énorme. Si vous pouvez trouver quelquefois dans les librairies des bouquins énormes, c'est parce que, en termes de droit, on va pouvoir mettre les décisions du Conseil constitutionnel, on va pouvoir mettre un paquet de choses là-dedans. Donc ça, forcément, ça va épaissir. Mais le texte brut, c'est 40 pages. C'est 40 pages, c'est 89 articles, et ça, vous le trouvez sur le site du Conseil constitutionnel, c'est gratuit, c'est accessible, voilà, vous pouvez le lire et le regarder. Qu'est-ce qu'on y trouve dedans? Eh ben, on va y trouver, alors la Constitution, c'est un texte de fondement. Un texte de fondement, ça veut dire que c'est ce qui va être exercé en premier. Tout le reste doit être logiquement découlé de ce texte qui est la base. Et là-dedans, on va y trouver des droits fondamentaux. On va y trouver le fonctionnement de la démocratie. Donc voilà, c'est vraiment, si on veut toucher à ce qui nous touche au cœur, c'est ce texte-là en premier lieu. Et ensuite, si on veut toucher au droit du travail, etc., là on a des codes qui sont dédiés, ou à la santé, ou à tous les sujets. Ça va en découler, et tous ces textes-là vont devoir respecter la Constitution. Et ce que je vais aborder aujourd'hui dans un premier lieu, par rapport à la citoyenneté, c'est comment fonctionne la démocratie, comment fonctionne le Parlement, le droit des citoyens à exercer le pouvoir. Et donc là, sur le schéma que vous ne voyez pas, j'ai une case qui propose, qui va venir avec des idées. Quand on vient avec des idées, des choses qui vont bouleverser la vie des gens, eh bien on vient avec un texte, voilà, ceci est ma loi, je propose ça pour que cela s'applique. Qui propose aujourd'hui? C'est le gouvernement ou le Parlement. Le gouvernement peut déposer un projet de loi, le Parlement peut déposer une proposition de loi. Et en règle générale, très très souvent, ça va au Parlement, qui vont débattre entre eux. Alors là, je ne vous ai pas mis tout le schéma, parce que là, le schéma, il est vraiment très long, et il y a beaucoup d'articles qui en parlent. Mais quelquefois, ça arrive. La dernière fois, c'était en 2005, c'est-à-dire si ça date. Moi, j'ai 35 ans, j'ai jamais pu voter un référendum au niveau national, c'est dire. Mais quelquefois, ça peut passer au niveau du référendum. C'est-à-dire qu'une question peut être posée à tout le monde. Et chacun peut participer à une réponse, à déposer sa réponse. Quand c'est le gouvernement, c'est ce qui est le plus souvent, le président il peut déposer par référendum quelque chose qui vient du gouvernement. Alors ça devient un référendum au niveau national. Ou alors, on a les parlementaires, ça ils n'ont jamais encore réussi. Les parlementaires, eux aussi, peuvent déposer un référendum. Mais dans ce cas, c'est suivre une procédure, qui est aussi écrite dans la Constitution. Tout ça, c'est écrit dans la Constitution. C'est l'article 11.
Et donc il faut 20% des parlementaires, soutenus par 10% des citoyens ayant le droit de vote, pour ensuite que potentiellement ce soit débattu à l'Assemblée. Donc la procédure s'allonge, hein. Ça donne du poids. Donc potentiellement, même si 10% des gens ont mis leur pétition, voilà, on est 4 millions à avoir signé la pétition, et ben même là, c'est pas dit que ça passe. Mais potentiellement, ça peut arriver à un référendum. Donc là, la citoyenneté, il y a peut-être des choses à revoir. Et c'est tous ces points qu'on va aborder. Si on arrive au slide suivant. Et le slide suivant, c'est une première idée que je vais rentrer un petit peu dans le détail. Alors j'avais déjà vu l'un des interlocuteurs précédents qui a dit le RIC, ok, peut-être c'est pas forcément l'idée, mais au moins j'aimerais vous le présenter, l'idée, que vous puissiez nous en faire l'opinion, et après je vous en présenterai d'autres, évidemment. Mais celle-là, vu que ça fait des années que je travaille dessus, bah, j'aimerais bien vous la présenter. Alors, le RIC, ce serait quoi? Quelquefois, on voit des personnes qui nous disent le RIC, ce serait, et vous mettent un texte précis, parce qu'eux aussi l'ont travaillé chez eux. Évidemment, des personnes, quand il y a un concept, des personnes vont essayer de le détailler, de dire qu'est-ce qu'ils en veulent, qu'est-ce qu'ils y voient. Mais le problème, c'est que le RIC, à la base, référendum d'initiative citoyenne, les citoyens ont le droit d'avoir des initiatives. J'ai une idée, j'ai le droit d'avoir une initiative. Et ces initiatives-là, ils ont le droit de faire en sorte que ça aboutisse à un référendum. Après, on dit ça, on dit rien. Il faut aller plus loin dans le détail. Comment est-ce qu'ils peuvent avoir une idée? Comment est-ce qu'ils peuvent la déposer? Comment est-ce qu'ils peuvent la vendre aux gens? Comment est-ce qu'ils peuvent faire les signatures? Comment est-ce que ça peut découler à un référendum? Donc toutes ces questions, il faut se poser toutes ces questions, et tout le monde a des réponses qui sont très différentes à ça. Mais au moins, si j'aimerais revenir au concept de base, qu'est-ce que c'est le RIC? Eh ben les gens, ils ont des propositions. Ils ont un texte de base. Ok, quelquefois ils sont même pas juristes, donc quelquefois ils savent même pas forcément rédiger des textes. Donc ça aussi, il faut poser la question, comment est-ce que quelqu'un qui ne connaît pas le droit, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas le droit, il faut les accepter aussi, comment est-ce qu'ils peuvent rédiger une proposition? Ensuite, d'une manière ou d'une autre, si chacun qui a sa petite proposition dans son coin arrive à un référendum tout de suite, je pense que demain on aurait 60 millions de référendums. On n'arrêtait pas à répondre à 60 millions de référendums d'un coup, c'est un peu chaud. Donc il y a une phase de soutien, il faut faire valider que sa question, elle a vraiment un intérêt pour que ça arrive à un référendum. Comme ça, c'est potable. Comme ça, c'est acceptable. Sinon, on va se laisser déborder. Vous ne voyez pas ici, mais la case suivante, c'est l'information. Parce que quand on a une proposition de référendum, on aimerait que les gens y répondent sincèrement. On aimerait que les gens ne se fassent pas imbriquer, manipulés, peut-être par les médias, pourquoi pas, ou alors par une opinion du jour. Imaginons, il arrive une catastrophe naturelle, un attentat, que sais-je. Eh ben, on n'a pas envie de se faire imbriquer pour prendre une décision, pour que demain, ou après-demain, ou toute la vie, on doit subir une décision que le cœur nous a dictée à un moment donné. Et après, c'est le vote. Et là, le vote, il doit être efficace. C'est pas un vote où on doit pouvoir revenir dessus 2 ans après, ou peut-être. Mais en tout cas, ça doit être efficace. Si le peuple a donné une décision, ben derrière, on a envie que ce soit respecté. Quand on regarde qu'est-ce qu'on a eu comme référendum depuis 58, depuis cette constitution-là, eh ben on a, je crois, 11 référendums, si je ne me trompe pas dans les chiffres, 2 négatifs, un sur la région, c'était à l'époque de De Gaulle, et un sur la Constitution européenne, et dans les 2 cas, quelques années plus tard, ben, c'est un peu revenu dessus. Donc il y a peut-être des mauvais souvenirs où on aimerait se protéger. Donc tous ces aspects-là, quand on parle de RIC, quand on a des objections sur le RIC, eh ben, il faut essayer de les contrer, il faut essayer de les faire, de trouver le modèle qui nous convient aussi. Ensuite, ça c'est au niveau de la procédure, mais qu'est-ce qu'on fait du RIC? Quel est le contenu de la question qu'on a le droit de poser par RIC? Ça non plus, c'est pas défini. Quand on regarde, je ne vais pas parler des autres pays qui ont le RIC. Ben, les autres pays, ils ont des modèles de RIC qui sont très différents les unes des autres. Alors on va trouver des termes, les partisans du RIC, ils vont imposer des termes qui sont législatifs. On a le droit de créer des lois, on a le droit d'avoir une idée, parce que c'est notre métier, parce qu'on est attaché à un domaine, on est concerné, et ben on a le droit de déposer une loi pour faire marcher son idée. En constituant, on a le droit de toucher au texte fondamental. Je rappelle le texte fondamental dont découlent les autres. Si on est inquiet du fonctionnement de la société,
ben, on a le droit de toucher à tout texte fondamental. Et je vais parler après du RIC constituant, un peu plus dans le détail, parce qu'il y a une stratégie avec le RIC constituant. Si on a le RIC constituant, ben, mécaniquement, on a le droit de toucher à l'organisation de la société et au RIC en lui-même. Donc ça, je vais en reparler un petit peu après. Le convocatoire, ceux qui ont envie de changer aussi la société, mais plus large que leur simple idée, ben, pourraient convoquer une nouvelle chambre exceptionnelle pour repenser tout ça. Comme il y a en ce moment, ça fait quelques mois, mais des conventions citoyennes. Alors il y a eu pour le climat, il y a eu pour la pandémie. Et à l'inverse, au lieu de proposer, ben, on pourrait aussi arrêter. Ça existe aussi, je vais vous présenter ça aussi. Ben, on pourrait abroger, ça veut dire retirer des lois qui sont déjà passées avant. Donc vous voyez que des termes, alors il y a le révocatoire, le veto, voilà, donc il y a beaucoup de termes qui viennent par là après. Donc c'est assez chaud de vous présenter ça rapidement. Et je vois une question, j'aimerais quand même répondre aux questions. C'est sur le révocatoire, pourquoi ils ne veulent pas tous le révocatoire? Alors, pourquoi tout le monde ne veut pas le révocatoire? J'ai, par erreur, scrollé. Pourquoi tout le monde ne veut pas le révocatoire? Le révocatoire, il existe dans certains pays. Il existe au Mexique, il existe alors dans Californie, il existe dans certains États, et le régime est assez stable. Mais le fait que le RIC n'existe pas, il y a des personnes, c'est pas forcément mon avis, mais il y a des personnes qui sont inquiètes de la stabilité du régime. C'est-à-dire, si maintenant, admettons, on a Macron au pouvoir, mais Macron, il a eu quel score au premier tour? 30%, 27%, je crois. Ben, ça veut dire que potentiellement, il y aurait 70% de gens qui seraient contre Macron. Imaginons qu'il y a un référendum pour ou contre Macron. On pourrait imaginer qu'à ce moment-là, il y a 70 personnes qui répondent oui. Donc là, il y a des questions qui se posent sur la stabilité. Maintenant, quand je regarde en pratique, pourquoi moi je ne suis pas forcément de cet avis, mais ça me relève que mon avis, c'est que il y a un an à peu près, il y a eu un référendum révocatoire au Mexique, de savoir si les gens comment est-ce que les gens se prononcent par rapport au président mexicain, je me souviens plus de son nom. Et ben c'était grosso modo 90% de non. Et alors le président il est resté. Donc d'où l'intérêt? D'où l'intérêt, ben, il faut voir comment est-ce qu'on se positionne par rapport au RIC révocatoire. Mais ça, c'est des sujets de fond et je ne vais pas réussir à avancer à ce point dans le détail. Mais le fait que dans tout ça, il y a un terme qui n'est pas sur ce tableau-là, parce que c'est pas une matière unique, c'est le toute matière. Ça voudrait dire qu'on pourrait aussi décider que le RIC, on peut se poser la question qu'on veut. Pas nécessairement se brider de dire si c'est révocatoire c'est comme si c'est le constituant c'est comme ça, si c'est le législatif c'est comme ça. Mais de dire, ben voilà, le RIC, vous pouvez poser la question que vous voulez. Ça, c'est une possibilité aussi. Mais je suis pas là pour vous imposer des choses, je suis là pour les présenter. Alors, le RIC, pourtant, il était abordé. Il était abordé à la dernière présidentielle. Il était abordé, alors là, je vous ai présenté les candidats au premier tour, mais même qui étaient abordés par des candidats qui n'étaient pas là au premier tour. Et vous voyez que majoritairement, enfin vous ne voyez pas plutôt, désolé, hein, vous voyez que majoritairement les candidats se sont prononcés favorablement au RIC. Il y a même des candidats qui avaient déposé des projets de RIC à la législature d'avant. C'est le cas de, vous ne voyez pas M. Mélenchon, c'est le cas de M. Lassalle avec Dupont-Aignan. C'est le cas, alors c'est dans les Républicains, il y avait Olivier Marleix, donc il ne faisait pas partie des candidats. Mais il y a des personnes, des députés de la dernière circonscription, qui ont déposé des projets de RIC, qui n'avaient pas abouti parce que derrière il y a des procédures législatives qui n'ont pas pu aboutir. Il y a des personnes qui ne n'en ont pas proposé, justement, ils n'en ont pas parlé, tout simplement. Donc est-ce qu'ils sont pour, est-ce qu'ils sont contre? C'est M. Jadot et Zemmour. Et il y a des personnes qui étaient contre, dont évidemment M. Macron. Et pourquoi est-ce que je vous présente ça? Parce que ça c'est assez important. Parce que quand vous regardez la composition de l'Assemblée nationale aujourd'hui, c'est-à-dire que l'Assemblée nationale, c'est comment les gens y votent. Et bien majoritairement, on va trouver des gens qui sont du bord pour. Parce que le camp Macron, désolé de le dire, il est minoritaire. Donc techniquement, si on regarde les députés, comment est-ce qu'ils se positionnent aujourd'hui, majoritairement, les députés devraient être favorables au concept du RIC. Ça, c'est très important. Ça voudrait dire qu'en théorie, si on regarde juste ça, ils seraient censés voter favorablement à cette idée du RIC. Mais par contre, quand on regarde un petit peu plus dans le détail, c'est là où je vais essayer d'avancer un petit peu, si on regarde un petit peu plus dans le détail, il y a différents RIC, comme j'ai parlé avant.
il y a plusieurs procédures et chacun va un petit peu de sa procédure à lui. Donc il va peut-être falloir poser ici à une union de ces textes-là. Une union parce que certains parlent d'un RIC simple, c'est le cas des Républicains, c'est le cas de... c'est le cas de certains qui, au deuxième tour de l'élection présidentielle, Marine Le Pen avait aussi parlé d'un RIC, qui est aussi un RIC uniquement législatif. Le RIC simple, c'est un RIC qui va prendre une matière, juste une matière, il va dire ok, moi je veux ça. Moi je veux ça, et c'est déjà ça, c'est déjà bien. Et on avance ainsi. Donc chacun va un peu avancer de son point. Ensuite, il y a le RIC constituant. Alors, Jean Lassalle avait aussi un RIC constituant, mais c'est pas le seul. Il y a notamment un parti, un micro-parti qui a essayé de mettre vraiment en avant le RIC et qui a au moins réussi dans sa démarche de mettre l'idée dans le jeu politique. Je parle d'Espoir RIC. Il a au moins réussi à mettre dans le jeu politique ce concept du RIC constituant. Et pourquoi est-ce qu'ils l'ont fait? Parce qu'il y a une stratégie. Il y a une stratégie que si on touche au texte le plus haut, si on touche à l'organisation de la société, eh ben c'est le minimum pour ensuite changer les choses et rajouter le reste. Rajouter le reste, c'est rajouter les autres RIC, rajouter toutes les autres bonnes idées qu'on va pouvoir parler après. Ensuite, il y a des personnes, comme par exemple dans les Gilets jaunes, il y en a beaucoup, qui se sont levés, qui ont dit mais attendez, tout ça c'est pas normal. Le peuple, il n'a pas à se faire matraquer, par exemple, quand il est dans la rue. S'il n'a rien fait. Après, s'il a fait quelque chose, ça regarde. Mais s'il n'a rien fait, il n'a pas à se faire massacrer. Donc, il faudrait un moyen de dernier recours, quand il existe, quand la société est organisée, quand il se passe quelque chose de grave, un moyen de dernier recours pour derrière, reprendre la main, dire, ok, ce qui se passe, c'est pas normal, on pose au moins la question sur la table de, voilà, ça c'est une solution que j'ai, c'est une solution pour réparer tout ça. On remet les choses à plat, et de dernier recours, on pose la question, voilà, répondez, les citoyens, répondez. Ça n'existe pas aujourd'hui. Et le dernier, c'est quelque chose qui est plus grand que le RIC, parce que le RIC, au final, on a le droit de poser une question, mais là aussi, il y a des gens qui vont proposer au-delà, et des gens qui sont vraiment très actifs dans la citoyenneté, qui aimeraient peut-être aussi que d'autres le soient également, et qui aimeraient, par exemple, des chambres citoyennes, des choses comme ça, pour que le peuple puisse être mieux représenté dans la création de la loi, l'organisation de la société. Vous ne voyez toujours pas, désolé, mais vous devinez un petit peu la carte d'Europe? Si, on la voit dans l'écran d'ordi. Ah, vous voyez mieux dans l'écran que en réalité. Ouais, on la voit, c'est... Mais vous voyez qu'elle est un petit peu coloriée. Vous voyez qu'il y a du jaune, de l'orange, du rouge. Alors l'orange et le rouge, vous voyez peut-être pas trop bien. Mais en gros, vous avez les RIC en Europe ici. Et il existe aussi des RIC dans le monde, sauf que si je vous montre la carte du monde, ben, c'est encore un peu moins visible. Donc je vous présente au moins la carte de l'Europe. Avec, alors là aussi, il y a des points où c'est un peu discutable. Hein. Mais en jaune, c'est les RIC locaux. Là, au niveau régional ou communal, on a le droit de venir vers ses élus pour changer les choses. Donc ça, c'est le jaune. Alors ça se discute un petit peu. Par exemple, pour l'Allemagne, c'est le Volksinitiative. C'est une initiative populaire. On a le droit de venir chez l'élu, mais au final, c'est l'élu qui pose la question. Donc il y a des choses qui sont un peu discutables sur cette diapositive-là. En orange, la majorité des cas, parce que vous confondez peut-être l'orange et le rouge, en orange, c'est le RIC national. Ça veut dire qu'on peut poser des questions relatives à la loi au niveau de tout le pays. Et en rouge, c'est le constituant. Donc vous voyez, il y en a en constituant ici, vous ne le voyez pas. La Suisse, le Liechtenstein, la Croatie, je crois la Lettonie et la Lituanie, vous ne voyez pas très bien. Ça ne marche pas? Ah ben non, il y a les médias chez nous aussi, et puis il y a les fraudes aussi, il y a la manipulation gouvernementale. Donc tout ça marche toujours bien dans le sens du gouvernement. Alors, vous venez de Suisse? Oui. Oui, de Suisse, ouais. Ben, en Suisse, il y a des difficultés, c'est assez important parce qu'effectivement, il y a des groupes en Suisse qui se plaignent de l'organisation du référendum. Donc c'est super. J'ai fait des référendums. Vous en avez fait? Oui. Ah ben, si vous avez une expérience à partager, volontiers, je vous laisse... Après. Après, ok, super. Mais effectivement, Un petit peu tout à l'heure. Mais effectivement, en Suisse, ça existe. En Suisse, vous avez... alors, il y a un niveau confédéral et ensuite, il y a des niveaux des cantons.
Les cantons s'auto-organisent, donc ça c'est déjà une particularité en Suisse, c'est le modèle confédéral. Sauf en temps d'urgence planétaire pandémie de Covid-19. Voilà, sauf en temps de Covid-19 ou en temps de crise majeure, évidemment. Crise climatique aussi, je pense. Oui. Et juste une remarque, c'est que la Suisse, en fait, ils ont fait ce que nous aimerions avoir en France, c'est-à-dire ils ont donné tout simplement la possibilité au peuple de Suisse de s'exprimer. C'est ça en fait. C'est de la votation, donc ce qu'ils appellent pas ça référendum chez eux, c'est des votations. Et il faut savoir qu'ils ont donné la possibilité. Beaucoup n'y vont pas. Je ne sais pas si tu me contrediras, mais beaucoup, à certaines votations, n'y vont pas. Mais ils ont la possibilité d'y aller. Nous, on n'a pas aujourd'hui la possibilité de s'exprimer. Et je voulais revenir sur une chose que vous disiez tout à l'heure. Rappelez-vous du grand débat. Emmanuel Macron a répondu pendant des mois, dans ses interminables monologues, aux questions que se posait le peuple français. À savoir, à 72%, les gens réclamaient le RIC. Et la première réponse du président a été non. Et la deuxième question, qui était aussi très très importante en nombre de demandes, c'était la reconnaissance comme suffrage exprimé du vote blanc. La deuxième réponse a été non. Donc voilà, je pense que c'est un système que nous devons combattre aujourd'hui et non pas intégrer avec le RIC dans notre constitution, intégrer un système qui aujourd'hui est défaillant. Nous devons changer le système, tous ensemble. Ce message a le mérite d'être très clair et au final c'est vrai parce que on va, comme c'était marqué avant, des personnes qui veulent changer quand certains parlent de RIC, certains pensent qu'il faut changer au-delà, mais le RIC est un pilier, et certains peuvent s'opposer au RIC parce que ce n'est qu'un pilier, mais dans le fond, c'est bien les changements qu'il faut tendre. Et je suis pas là pour vous imposer un changement encore une fois, je suis juste là pour les proposer. Par rapport à la Suisse, j'ai essayé de répondre aux différentes questions, hein, mais par rapport à la Suisse, il existe ce qu'ils appellent des référendums, alors des votations. Il existe des votations obligatoires, des votations facultatives. Oui. Ouais, je veux bien te dire 2-3 petites choses sur la Suisse. En fait, ce qui est obligatoire ou facultatif, c'est le référendum. Et le référendum, c'est différent d'une initiative, parce qu'une initiative, ça permet au peuple de proposer, ou même au Parlement, de proposer, ou des partis, de proposer un changement d'article dans la Constitution fédérale, pas le loi fédérale. On ne peut pas changer les lois fédérales quand on fait une initiative. Le référendum, c'est quand on conteste une loi qui a été votée sans nous, par le gouvernement et surtout par le Parlement suisse. Et ce qui aura lieu demain, il y a une votation importante en Suisse, notamment il y aura un référendum sur la loi Covid-19 prolongée jusqu'à fin juin 2024, avec le certificat Covid qui est le pass sanitaire suisse. Et la loi climat qui prévoit le net zero, donc la suppression du CO2 en 2050, qui est le projet du Forum économique mondial. Et cette loi, d'ailleurs, juste je fais une petite parenthèse sur la loi climat, elle a été refusée par le peuple en 2021. Et en Suisse, quand on refuse une chose qui est ordonnée par les instances non élues qui font partie de l'État qu'on n'élit pas, donc l'État profond pour les connaisseurs, eh bien, sont remises au vote les années suivantes. On a le même phénomène avec l'identité numérique qui a été refusée en mars 2021, qui est prévu de repasser au vote. Donc en Suisse, il y a plusieurs biais. Il y a plusieurs biais qui interviennent et qui faussent le vote. C'est évidemment la propagande médiatique. On nous a dit par exemple que pour les lois fédérales, pour les référendums de demain, il y avait un sondage qui avait dit que le peuple suisse disait 3 fois oui. Ça, c'est clairement de la propagande. On ne sait pas de quel sondage il s'agit et c'est je le sens comme une tentative de nous faire croire qu'un non serait minoritaire et donc inutile, et donc ça aurait tendance à décourager les gens de voter. Il y a la propagande donc médiatique comme chez vous, comme en France. Il y a la propagande gouvernementale parce qu'on reçoit des livrets de vote à la maison en nous disant il faut voter ça ou ça ou ça. Et puis il y a des fraudes. Il y a eu des fraudes qui ont été avérées et notamment il y a des indices qui nous sont donnés comme par exemple les caisses pleines d'enveloppes de vote en 2021 qui ont été laissées à l'abandon 3 jours devant le service de votation à Genève avec 7000 enveloppes à l'intérieur. Ça a été médiatisé, ça a été officiel, sans surveillance. Et puis,
On ne sait pas ce qui s'est passé avec ces caisses qui étaient ouvertes, dans lesquelles on pouvait remplacer les enveloppes, enlever des enveloppes, déchirer celles etc. Il n'y a pas eu le vote n'a pas été refait pour autant. Et il y a eu d'autres fraudes, des vraies fraudes avérées dans des cantons. Voilà. Donc c'est des biais qu'il faut avoir en tête quand on parle du RIC, parce que l'idée est très vertueuse, bien sûr, mais à condition de contrôler vraiment tous les processus, toutes les étapes de vote et de vérification des votes et de respect de ce qui a été voté. C'est pour ça qu'ils veulent accélérer le vote électronique, comme ça. Absolument. Absolument. Ils appuient sur le bouton. C'est ça. Donc ça a été mis en place en Suisse pendant un moment. Ça a été retiré puisqu'il y a un journaliste qui a fait l'expérience, qui a pu voter 2 fois de façon électronique, qui a été condamné dans un premier temps pour triche. Mais après, il a eu gain de cause en appel. Et c'est à partir de là, en 2019, que ça a été retiré, le vote électronique. Ils sont en train d'essayer de le refaire passer. Donc ça, c'est vraiment dangereux. On peut aussi voter en Suisse par correspondance, par lettre. Et ça, c'est très facile aussi de gruger. Il y a François de Siebenthal qui parle très bien, qui a été membre d'un comité de citoyens, en tout cas, qui a été recruté dans un local de vote pour vérifier les votes. En fait, il a vu les magouilles qui se sont passées avec des lampes qui permettent de voir à l'intérieur des enveloppes, etc., de remplacer les enveloppes. Il faut savoir qu'on a un matériel de vote qui est prévu presque à double de ce qui existe déjà. Il tire des enveloppes et des cartes de vote à double par rapport à ce qu'il nous distribue dans la population. Donc il y a moyen matériellement de tout remplacer et de tout changer si le vote ne plaît pas au gouvernement. Voilà, donc c'était ma petite parenthèse. Pardon. Merci. Merci beaucoup. C'est un super partage d'expérience et moi j'aimerais rajouter par rapport à des points qui sont des critiques véritables du RIC. J'aimerais en rajouter 2 en plus. Je suis pas du tout jaloux de savoir qu'il y a des critiques. Au contraire, je pense que si on veut le RIC, il faudrait qu'on l'invente aussi, qu'on soit capable d'avoir quelque chose de bien. Et même si s'appuyer sur les erreurs qu'on a dans les autres pays. Et j'aimerais aussi en rajouter 2. Rajouter déjà que un RIC, alors en Suisse aussi par exemple, il est plus facilement atteignable quand ça découle des partis politiques ou des énormes associations que quand c'est des petites structures. Pourquoi? Parce que il faut, alors en Suisse, pour au niveau confédéral, il faut 100 000 signatures. Vous imaginez bien qu'une personne toute seule devant la gare n'arrivera peut-être pas à atteindre 100 000 signatures. Excusez-moi. 1 million, ça fait beaucoup, il y a 8 millions d'habitants. Voilà, 8 millions d'habitants, on ne fera pas. Et donc déjà, ça, c'est quelque chose à penser. Je dis pas, voilà, mais il faut au moins le penser. Et le deuxième point, c'est en Italie, ça existe, il y a un quorum pour le vote. Sauf que quand vous regardez les derniers référendums, alors pas tous, mais certains, et ça pourrait tendre de plus en plus vers ça, il faut 50% des votants pour que le référendum soit valide. Le résultat soit valide. Pour que le résultat soit valide, oui, bien sûr. Ça veut dire 50% de votants. Et ensuite, de ces 50% de votants, il faut au moins 50% de oui. C'est-à-dire que les personnes qui pensent non, ils préfèrent encore ne pas aller voter pour faire échouer la validité du référendum, plutôt que d'y aller et de voter non, et de risquer que la validité marche et que le oui l'emporte. Donc vous pouvez voir ça par vous-même. Si vous regardez les résultats des référendums en Italie, vous allez souvent trouver 80% de oui, 90% de oui, mais dans les derniers, je crois, l'année dernière, il y avait une série de 4, je crois, si je me souviens bien, il y avait à peu près 27% de votants. Donc là aussi, il faut se poser des questions, parce que si à un moment donné, il n'y a que 27% de votants, même les partisans du oui, ils vont dire, quoi bon, je vais aller au bureau de vote si mon résultat n'est pas tenu en compte. Donc ça aussi, il faut se poser les bonnes questions. Il y a quelquefois des bonnes idées, comme le quorum, qui vont se retrouver devenir de mauvaises idées. Donc c'est là où il faut un peu se poser des questions, creuser, écrire les textes, et c'est bon, j'en viendrai après sur les actions. Mais j'ai un petit peu avancé parce que sinon le temps va être vraiment très court. Alors comme vous ne voyez toujours pas ici, mais il n'y a pas que le RIC, il y a la participation en continu en règle générale, c'est-à-dire même en dehors des élections, les citoyens peuvent contribuer à l'évolution de la société. Aujourd'hui, ils peuvent contribuer en allant chez les parlementaires,
en espérant que les parlementaires soient d'accord avec les sujets, en espérant aussi que les parlementaires, même s'ils sont d'accord avec votre sujet, ils aient le moyen de faire quelque chose devant l'Assemblée nationale, parce que les parlementaires d'opposition, ils ont une journée par an qui est les niches parlementaires, donc ils peuvent vraiment pas déposer sur la table tous les sujets qu'ils veulent. Ils peuvent faire des propositions de loi, mais derrière, pour les faire aboutir, c'est pas non plus évident. Et donc, de ça, il y a ce qui existe aujourd'hui et il y a ce qui pourrait exister. Alors déjà, faire marcher la citoyenneté. Vous êtes citoyen, soyez citoyen. Soyez citoyen en débattant, en déposant des idées, en écrivant sur la table les idées que vous voulez. Ensuite, il y a des outils. Alors les outils, là aussi, je suis désolé, je vais un peu parler quelquefois de mes démarches. Et moi-même, je suis auteur d'un outil sur la démocratie, sur la délibération. Donc bon, là, j'ai vraiment manqué de temps pour vous le présenter. Mais il s'agirait de déposer les articles, ses connaissances sur les sujets. Donc d'avoir un site qui liste les sujets de la citoyenneté, les sujets de la société. De pouvoir déposer ces articles dessus. De pouvoir déposer les propositions dessus. Et de pouvoir échanger dessus. C'est la base de débat, c'est la base de donner les idées, c'est la base de définir les idées qui conviennent à tout le monde. Et d'avoir un système de jugement dessus pour savoir quelle idée convient au maximum. Pour comme ça essayer d'avancer vers une société qui nous convient davantage. Et ensuite, les institutions, alors là il y a des idées d'ordre institutionnel, écrire comment est-ce que vous imaginez, si vous imaginez une chambre citoyenne, avec tirage au sort, avec tout ça, essayez de l'écrire parce que tant que c'est pas écrit, ça reste une idée. Quand ça commence à s'écrire, à un moment donné, ça aura la force de pouvoir être posé sur la table. Voilà, c'est ça ce que vous voulez. Tant que ça reste une idée, vous êtes dans l'hypothèse que quelqu'un va mettre en concret cette idée pour vous. Et ça ne tombe pas du ciel. Désolé de le dire. Mais j'aimerais basculer, parce que là on a parlé beaucoup de la citoyenneté en dehors du vote, mais j'aimerais aussi parler un petit peu du vote, dans le temps qui me reste encore. Et là vous ne voyez toujours pas, mais j'ai 5 candidats, alors c'est vraiment dommage que vous ne voyez pas, parce que j'ai mis une image d'un site, alors d'un youtubeur statisticien belge, qui se fait appeler Chat Sceptique. C'est un statisticien qui a fait un faux sondage, un faux vote, avec, les candidats, c'était des chatons. Il y a 5 chatons, vous ne les voyez pas. Et, vous les voyez quand même un petit peu. Et donc, il a fait un vote donc il a fait une population de 10 000. Là, il a dit, tant on votait pour un tel, tant on votait pour un tel, etc. 5 manières de voter. Il a utilisé 5 manières de voter, parce qu'en France, on connaît largement l'uninominal, je reviendrai. Mais il existe plusieurs manières de voter. Il en a essayé 5. Il a bien sûr arrangé ses chiffres pour que ça aille bien dans son sens. Il a eu 5 vainqueurs différents, en fonction de la manière dont on compte. Donc là, il y a des questions à se poser, et on va se poser la question de pourquoi est-ce que ça donne des résultats différents. La réponse, c'est parce qu'au final, on ne compte pas de la même manière, parce qu'on ne va pas vérifier le même résultat. On va pas avoir la même logique de raisonnement pour le résultat à la fin. La mathématique, c'est le langage du volume qui la contient. La Ouais. mathématique, c'est le langage du volume qui la contient. Le langage du volume qui la contient. Là, on va voir quelle est la valeur, quel est le sens qu'on accorde au volume, qu'est-ce qu'on veut mesurer. Dans l'uninominal, on veut mesurer le ticket qui a été le plus piqué. On ne dit pas que le ticket qui a été piqué par quelqu'un, est-ce que c'est vraiment lui qui a le maximum dans son cœur? Alors il dit toujours l'image que vous ne voyez pas au fond, il y a un candidat carré, triangle, rond, il y a une personne qui avance la tête déçue, qui a un bulletin triangle, mais dans sa tête, c'est le rond qu'il a dans son cœur. Pourquoi il a fait ça? Il a fait ça, il y a plusieurs raisons. Il y a déjà le vote utile. Le vote utile, c'est-à-dire que rond, qu'il avait pourtant dans son cœur, il avait vraiment envie de voter ça. Mais rond n'avait qu'1% au sondage. Donc s'il va voter pour rond, il aura peut-être 1,1% des voix. Mais derrière, la bataille, elle va se jouer entre carré et triangle. Donc il préfère voter triangle, la tête baissée. Ça, c'est le vote utile, parce que vous avez les sondages. Ensuite, vous avez le vote réfractaire. Ah mince, il y a carré qui va passer. Oh, l'horreur. Je veux surtout pas. Moi, j'aimerais rond.
Mais carré, c'est l'horreur. Alors moi, je vais voter triangle. Quelque part un petit peu du chantage, mais ça, la liberté à vous d'en penser. Et ça, c'est le vote réfractaire. Et ensuite, on va avoir des biais mathématiques, le paradoxe d'Arrow, qui est, en fonction de la liste des candidats qui sont présents, ça va jouer sur les voix. Si maintenant, par exemple, rond pense à peu près comme triangle, rond pense à peu près comme triangle, mais rond n'a absolument pas ses chances de passer, le simple fait que triangle soit dans la place, mince, je peux pas voter rond. Si on a forcément les voix qui vont se diviser, si on avait rond et triangle, si on avait juste un candidat unique, lui il passerait, c'est sûr, c'est tranquille. Mais le fait qu'il y ait deux candidats qui passent, la moitié vont voter rond, la moitié vont voter triangle. Déception. Donc du coup, il y a des gens qui votent pas ce qu'ils veulent. Ça, c'est le système uninominal. Donc moi, je vous invite un petit peu à y repenser. Et là aussi, j'ai abordé un petit peu un point dans le détail sur le vote, mais après on va penser un peu plus loin. Là, vous voyez toujours pas dans ces graphiques. Qu'est-ce que vous avez un petit peu comme système de vote? Alors je les ai là en papier, hein. Ceux qui stressent, j'ai des papiers, je peux les distribuer après, à ceux qui sont intéressés naturellement. Le système uninominal, vous connaissez, vous avez un bulletin, vous le mettez dans l'urne, et derrière ça vous donne un graphique avec des barres, et c'est les barres les plus hautes qui l'emportent. Alors il y a un système à 1 tour comme en Belgique, il y a un système à 2 tours comme en France. Et ça vous connaissez très bien, je pense que j'ai pas besoin de vous le décrire. Il y en a deux qui sont beaucoup décrits par les militants des changements de système de vote, c'est Condorcet et le jugement majoritaire. Alors il y en a quelques-uns qui sont de plus en plus utilisés à l'international, je pense. L'année dernière, en Alaska, ils ont utilisé le vote alternatif, le scrutin alternatif. Donc il y a vraiment des avancées là-dessus, où ils l'utilisent aussi en Australie depuis quelques temps, en Irlande aussi. Mais pourtant, il en existe d'autres. Là, je vais vous en présenter deux. Je vais vous présenter Condorcet. Condorcet, vous triez les candidats dans l'ordre qui vous intéresse. Comme ça, vous pouvez décrire votre opinion sur l'ensemble des candidats. Vous les classez dans l'ordre. Ça, c'est le premier, ça, c'est le deuxième, ça, c'est le troisième. Et après, il y a un système de calcul. Là, désolé, je ne vais pas vous présenter aussi parce que je ne suis pas là pour vous faire des mathématiques, je ne suis pas un prof de maths. Mais on a un résultat qui a une forme de tableau avec des couleurs chaud-froid. Et l'idée, c'est de trouver le candidat qui est plus soutenu en termes d'ordre. Ok, celui-là est toujours devant l'autre. Okay. Là, on a ici un candidat, au fond, qui est toujours dans le vert par rapport aux autres. Donc comme ça, on est sûr qu'au moins ce candidat est préféré des autres. Ça a un sens logique. Ça a un sens logique qui est complètement différent de l'uninominal, mais ça a un sens logique. Et un troisième qui est le jugement majoritaire. Le jugement majoritaire, vous avez des jugements, comme des notes un petit peu... Alors, désolé, ça peut faire un petit peu comme à l'école, mais vous allez dire, celui-là, je l'aime très bien, moyennement, pas du tout. Et en disant ça, vous pouvez donner votre opinion aussi sur chacun d'entre eux. C'est-à-dire que même s'il y a un candidat qui au final, s'ajoute ou s'enlève, c'est pas grave, parce qu'en théorie, en toute logique, ça ne change pas, la présence d'un candidat ne change pas votre opinion sur les autres. S'il y a des petits candidats, vous pouvez donner votre opinion dessus, comme vous pouvez donner votre opinion sur les grands candidats. Ça ne change pas le vote utile. Et en donnant votre avis très bien, excellent, insuffisant, etc., vous allez avoir un graphe d'opinion. Mais le graphe d'opinion, il est vraiment représentatif de ce que chacun pense dans l'ensemble des candidats. Et donc dans ce cas, vous allez avoir certains candidats qui sont très clivants, ça va être très marqué. Vous allez avoir des candidats où c'est beaucoup plus varié. Vous allez chercher là-dedans le candidat qui a la meilleure mention pour 50% des gens. Le meilleur avis pour la majorité. Il y a un peu de superlatif là-dedans. Je sais, c'est un petit peu difficile. Et d'ailleurs, ce sujet-là, il mérite de se prendre un petit peu plus de temps que 30 minutes devant vous, évidemment. Mais au moins pour vous montrer qu'il existe d'autres choses qui sont mieux abouties. Ça, celui que je vous propose en dernier, c'est un mode de scrutin qui a 21 ans, qui a été inventé au CNRS à Toulouse. Il y a encore même un des inventeurs, Ida Laraki, qui est encore vivant aujourd'hui, qui défend encore aujourd'hui ça dans son association Me Voter. Ah, vous avez une question, bien sûr, en micro. Excusez-moi, je ne veux pas faire le chiant, hein, mais c'est bien ce que vous racontez. Moi, j'entends. Le seul problème, c'est que c'est théorique. Aujourd'hui, dans la pratique, on s'aperçoit que les gens vont voter aujourd'hui contre quelqu'un et non plus pour un projet.
Et c'est là où est toute la différence. Parce qu'aujourd'hui, on ne fera pas croire qu'il y a 12 millions d'électeurs qui sont au Rassemblement national. C'est pas vrai. Il y en a les 3/4 qui ont voté par défi, par défiance, contre Emmanuel Macron. Et pareil, des gens qui ont voté, dont des gilets jaunes que je connais, qui ont voté Macron parce qu'ils ne voulaient surtout pas le RN au pouvoir. Donc aujourd'hui, la théorie est une chose, la pratique en est une autre. Et la pratique qu'on a aujourd'hui, c'est que les gens ne vont plus voter pour un projet, ils vont voter contre quelqu'un. Et ça, c'est dramatique, c'est ce qui fausse en fait tous les chiffres et tous les comptes. Alors c'est tout à fait vrai. C'est tout à fait vrai. Hein. C'est comme ça qu'on vit la société aujourd'hui. On a vécu, vous avez tous vécu ce qui s'est passé dans les différentes élections. J'aimerais juste poser une question. J'aimerais bien sûr aller à la suite, mais j'aimerais juste vous poser une question quand même. Est-ce que en changeant le mode de scrutin, est-ce qu'en essayant, ne serait-ce qu'en essayant, est-ce qu'on ne pourrait pas se voir que on arriverait à changer même le biais que vous nous donnez là? Est-ce que Non, parce qu'il faut prendre d'abord les médias avant de prendre les urnes. Oui, tout à fait, Jean-François, tu as raison, mais ce qui est important de dire aujourd'hui, c'est qu'il serait intéressant de faire une élection présidentielle à un seul tour. Ça éviterait les alliances nauséabondes qu'on a pu connaître. Et ça éviterait, les gens voteraient pour une personne qu'ils ont envie de voir au pouvoir, et à un seul tour, il n'y aurait pas une deuxième chance. On aurait vraiment, je pense, une opinion claire, nette, précise du peuple. Avec le même temps de parole pour tous les candidats. beaucoup de choses. Ils ont fait 2 tours le 11 septembre. Ok. Ils ont fait. Ok. Moi, c'est les tours qui sont tombés. Alors j'ai entendu, il faut toucher aux médias aussi. J'ai entendu, oui. Là, dans ce que dit monsieur, Macron serait passé finalement, parce qu'il était premier au premier tour. Il était premier. Macron serait passé parce qu'il serait premier au premier Non, tour. parce qu'il a été. Il a été. Il a été. Ok. Il était le premier. Il était le premier sur la liste. Je. Pour qu'il soit Ah oui, Voilà. Alors, T'as été- excusez-moi, j'ai. Alors, on reviendra aux questions après si vous voulez bien. J'ai quand même essayé d'enchaîner. Hein. J'ai voulu entraîner, j'ai voulu un peu avoir des avis, c'est vrai. Mais avec ces deux systèmes de vote, on aurait un tour. Ça se serait fait en un tour. Pourquoi? Parce que le deuxième tour, il existe aussi aujourd'hui. Parce que on se rend compte avec l'uninominal, le deuxième tour, il est vraiment propre à l'uninominal. Hein. Il existe parce qu'à l'uninominal, les gens qui ont voté pour les candidats qui ne s'en sortent pas, d'avoir quand même leur avis par rapport à ceux qui s'en sont sortis. Donc ça, c'est vraiment propre à l'uninominal. Et avec les autres, avec le système alternatif, d'ailleurs, les gens, ils votent dans l'ordre. Et c'est le dernier, celui qui se retrouve en dernier, qui rapporte les voix vers les autres. Et dans ce que dit madame, je peux lui répondre, c'est pas forcément évident, puisque sachant qu'il n'y aurait pas de deuxième tour, les gens auraient peut-être voté autrement, en se disant on a une chance. Et peut-être que des petits candidats auraient trouvé leur place. On est comme le monsieur, comme c'était pipé dès le départ. C'est piqué, oui. Mais je ne suis pas là pour vous imposer la solution. Hein. Encore une fois, je suis là pour vous faire ouvrir la questionnement. Parce que vous imposer la solution, ça c'est pas de ma faute, c'est pas de mon ressort, c'est pas de ma force non plus. Mais au moins vous faire comprendre que, ou au moins vous faire poser la question, voilà, il y a d'autres choses qui existent. Et au moins on peut se poser la question, on a des problèmes, mais on a aussi des solutions. Et le fait d'avancer vers les solutions, quelque part, voilà, on peut trouver qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon, on peut avancer. Et on peut aboutir. Et excusez-moi, mais sans vouloir aller plus loin non plus, pourquoi pas faire à la proportionnelle un gouvernement? Parce que là, ce serait la volonté du peuple d'élire des gens dans un ordre et de dire éventuellement que le deuxième pourrait être Premier ministre, que le troisième pourrait être ministre de telle ou telle chose, parce qu'aujourd'hui, ce qu'il faut savoir Désolé, ouais, j'ai avancé parce que vraiment je touche à la fin, hein, mais j'ai essayé de vous faire parler au maximum, mais la proportionnelle, c'est quelque chose que j'ai dans mon PowerPoint, oui. Parce qu'il n'y a pas que changer le vote de scrutin. En fait, il y a beaucoup d'idées. Là, j'ai creusé une idée un petit peu à fond, mais le vote blanc, je l'ai aussi. Le vote blanc, quand les gens votent blanc, c'est parce que quelque part, ils sont dégoûtés de ce questionnement de la liste de candidats qu'il y a. Donc quelque part, et ils devraient pouvoir dire, mais attendez, moi, ma liste, elle ne me convient pas, vous êtes obligé de m'imposer mon truc là, mais ça ne me convient pas. Donc j'aimerais revenir dessus. Mais aussi, est-ce que les gens qui votent blanc aussi, aujourd'hui, est-ce que c'est bien parce que la liste des gens qui sont là ne leur convient pas, ou c'est juste parce qu'ils en ont juste rien à faire? Donc, tous ces questionnements, je mets aussi en avant les idées, les objections. Et ceux qui votent pas, on les met où? Ceux qui votent pas, bonne question, moi je ne sais pas répondre à cette question. C'est Mais important quand même là.
Jamais. Ils ont compris en fait que c'était un jeu concours, c'est-à-dire que Oui. c'est un jeu par élimination, il n'en restera qu'un à la fin, et les gens courent, ils sont cons et ils courent pour participer à ce jeu. Alors oui, Expliquer le fonctionnement de ce jeu concours. j'entends bien, mais j'aurais pas la force aujourd'hui de parler au nom des personnes qui ont l'abstention. Et vraiment, j'ai essayé de conclure. Les élèves sont Désolé, j'ai essayé de conclure ma présentation, parce qu'on peut aussi parler des modalités de vote. Est-ce qu'on veut du vote obligatoire comme en Belgique, ou est-ce que c'est une mauvaise idée? Voilà, toutes ces questions, il faut au moins pouvoir se les poser. Que faire là-dedans? Donc participer. Vous avez différents groupes qui ont différents penchants, vous pouvez participer à ces groupes. Je vous en ai énuméré quelques-uns, moi-même je travaille pour beaucoup, donc je suis pas là pour vous imposer de dire ci ou ça. Moi, le simple fait de participer, vous allez pouvoir comprendre le positionnement de ces groupes, vous allez pouvoir comprendre pourquoi est-ce qu'ils pensent comme ça. Vous pouvez même leur dire pourquoi est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec eux. Ils sont tout oui, ils ont vraiment le cœur à vous écouter. Vous pouvez regarder qu'est-ce qui existe comme pétition à l'Assemblée nationale. Alors là aussi, j'aurais pas le temps vraiment de vous parler, désolé, des pétitions qui existent. Mais moi-même, je travaille beaucoup pour une pétition pour le RIC. Et il en existe d'autres. Il existe 2 pétitions pour le RIC. Écoutez, moi, j'ai pas le temps de vous aborder ça dans le détail. Mais signez tout ce que vous avez à cœur de signer. Voilà. Même si les pétitions qui sont basses, vous vous en foutez. Toutes les bonnes idées, toutes les démarches, le fait de signer les pétitions qui sont sur le site de l'Assemblée, ça fait que derrière, ils sont examinés en commission. S'ils atteignent un score qui n'a même pas besoin d'être élevé. Hein. Aujourd'hui, la commission des lois, c'est 5000. Désolé, j'aurais pas le temps. Désolé, je suis vraiment désolé, monsieur aussi. Sauf que la commission, elle est là juste pour dézinguer ce qui dérange. Voilà. C'est ce qui s'est passé en avril. Vous avez tout à fait raison. Mais en avril, il y a eu des avis sur la Bravem, il y a eu des avis sur le RIC. Les gens qui bossent sur le RIC, ils ont utilisé cette manière de dézinguer parce qu'au final, dézinguer, c'est répondre. Ils ont utilisé toutes les objections qu'ils avaient. Je suis désolé, je termine. Ils ont utilisé toutes les objections qu'ils avaient pour répondre aux objections, pour dire voilà, vous n'êtes pas d'accord avec cette idée parce que vous avez cité A, B, C. Ben voilà, les associations du RIC, ils répondent à A, B, C, et ils disent ben voilà, ça c'est pas une bonne idée parce que ça c'est une bonne idée, donc on adapte nos textes. Et avec la réponse, ben eux ils sont coincés, ils sont bien obligés de donner une réponse à leur réponse. Ils ne peuvent pas dire ah ben non, je suis toujours pas d'accord parce que, à un moment donné, ils sont bien obligés d'avoir la bonne foi, de dire eh ben voilà, j'ai donné mes objections, vous avez répondu à mes objections, je suis bien coincé maintenant. Donc je suis désolé, je suis obligé de terminer. Il y a des pétitions, il y a des participations en groupe, et il y a d'utiliser les outils que les différentes associations établissent pour vous permettre d'avancer dans la citoyenneté, pour être la démocratie, comme j'ai entendu, je crois que je vous avais entendu vous dire, ben, soyez la démocratie, faites marcher la démocratie comme vous imaginez l'être. Il y a déjà des sites. Désolé, moi je suis un peu plus pour moi-même, je suis désolé. Pour reprendre la fin qui n'a pas fonctionné, qu'est-ce que vous pouvez faire? Il y a sur le site de l'Assemblée par rapport au RIC 2 pétitions. Une pétition dont l'auteur était même présent ce jour-là, la I-1513, qui a besoin de vous, qui est encore très bas dans les effectifs, et comme c'était mentionné, le seuil qu'il faut avoir pour passer en commission, là en l'occurrence la commission des lois parce que c'est de la Constitution, le seuil il est à 5000 signatures. Ça c'est un seuil qui est fixé par le bureau de la commission des lois. Le seuil le plus officiel qui est écrit dans les règlements du Parlement en fonction de ce qu'il faut, c'est plutôt 100 000 ou 500 000 signatures. Mais là, à 5 000 au moins, il peut être remis au sujet de la discussion et comme c'était mentionné, il est dans une logique de réplique. C'est-à-dire qu'il y a déjà une pétition faite avant avec des critiques faites avant, il reprend tout ça pour en faire une correction et pour justement ne plus pouvoir être réplicable. Il y a une autre pétition qui est dans cette même logique, elle a déjà son seuil de 5000 signatures, mais c'est pas grave, signez-la quand même, parce que monter les chiffres, ça permet d'assurer. Peut-être que le bureau de la commission peut décider de changer le seuil, donc c'est pas grave de signer des pétitions qui ont déjà dépassé le seuil, au contraire, c'est toujours mieux. Et c'est même déjà rassurant que le seuil soit déjà dépassé par celle-là, parce que au moins ça assure une continuité. Ensuite, participer. Alors ça c'était aussi déjà dit, il y a énormément de groupes qui ont besoin de vous pour participer à tout ça, pour comprendre déjà qu'est-ce qu'il en est de leur sujet. Éventuellement vous pouvez leur amener vos critiques et aussi ils peuvent vous appeler à participer, à vous donner des actions pour aller plus loin. Et ça peut vous intéresser.
ensuite débattre, et là évidemment débattre, vous voyez bien que sur Deicide.net, je vais vous encourager à aller sur le site Deicide.net pour le tenter, voir comment ça marche le site, nous faire des retours, et essayer de l'utiliser, essayer de faire marcher un débat sur le sujet qui vous tient à cœur. Vous avez des grosses catégories, vous avez un découpage en 130 sujets là-dedans, donc allez faire marcher cela. Ou alors si vous voulez faire autre chose, évidemment libre à vous. Je tenais à remercier aussi Coalition Citoyenne, évidemment, pour m'avoir laissé faire l'exposé. Il y avait tout de même une bonne trentaine, voire presque quarantaine de personnes, donc c'était vraiment très intéressant, et vous voyez qu'il y avait des opinions très variées, donc ça mène toujours de la contradiction au débat, et ça c'est super. Et je voulais aussi vous remercier, vous, bah oui bien sûr, vous, d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Alors je vous conseille aussi de vous abonner, d'essayer tout ça, et je vous remercie, je vous dis bonne journée.